de plus en plus virulente depuis le début de cette semaine. Une semaine de manifestations. Oui, la population crie et appelle au départ de cette force pour son inefficacité depuis pratiquement 23 ans. Une force d'occupation aux résultats mitigés si ce n'est on va dire des résultats qui ne satisfont pas la population en place. Le vrai hic justement vient de ces réponses brutales. Oui, la MONUSCO a ouvert le feu sur la foule des manifestations, c'était dimanche. Environ 30 civils déjà tués, pas seulement du côté de la MONUSCO, mais également des représailles du pouvoir en place. On va vous proposer cet élément justement qui revient sur les dernières manifestations. C'était dimanche où la MONUSCO a ouvert le feu. 3 civils sont tombés. C'est ce qui fera justement l'introduction de notre débat. Des trous dans la terre, c'est ici que séjourneront désormais ces 3 civils tombés sous les coups des soldats de la paix. Dimanche dernier, une foule de manifestants se masse devant le QG de la MONUSCO avec pour seules armes leur voix. Ils manifestent contre une présence jugée improductive. En réponse, les casques bleus ouvrent le feu sur le carreau des civils dont ils ont mandat de protéger. L'incident est rapidement condamné par l'ONU et le gouvernement de Kinshasa. Mais la réaction est bien maigre. Oui, elle ne satisfait pas les manifestants en colère. Tout au contraire, les appels au départ de cette force présente sur le territoire congolais depuis près de 23 ans déjà ne se sont jamais fait aussi insistants. Il est à noter que le bilan de cette force ne joue pas en sa faveur. Malgré son effectif fort de près de 14 000 militaires, l'instabilité au Congo-Kinshasa est allée sans cesse plus croissante. Cet incident pourrait dès lors sceller le divorce entre la population et la MONUSCO et par le fait acter la fin de la mission onusienne. Retour donc sur ce plateau, vous regardez DBS Télévision, DBS Matin, c'est le programme. J'ouvre avec vous pour un tour dans l'histoire, Dr Chouankap, à la base même de cette mission onusienne. Pourquoi autant d'hommes aujourd'hui et pourquoi cette improductivité? Jamais le Congo n'a été aussi divisé. On sait que le mouvement M23 est revenu avec plus d'acuité alors que le nombre des personnes, du personnel engagé par l'ONU sur ce territoire-là se fait plus croissant. Expliquez-nous un peu. Merci donc de cette opportunité, M. Rim. Lorsqu'on entre dans la profondeur de l'histoire, les missions onusiennes n'étaient pas pour la paix. Vous avez bien suivi le commentaire tout à l'heure. Il a trouvé les mots justes pour dire des gens censés assurer la paix ont ouvert le feu. Parce qu'ils n'étaient jamais là pour la paix. J'ai dit jamais. Parce que la stratégie des bases militaires que va récupérer l'organisation internationale plus tard entre dans toutes les stratégies impérialistes. Dès qu'on découvre, on met une base armée pour protéger. Et dès lors que l'ONU s'est caractérisée pour coiffer l'ensemble de ce système administratif, impérialiste, dont les casques bleus sont nés pour faire ce travail-là. C'est-à-dire, la France a son armée, la Belgique a son armée, la Grande-Bretagne a son armée. L'ONU qui vient coiffe l'appareil fabriqué à la fin de la Deuxième Guerre mondiale par la puissance des vainqueurs, tout comme son ancêtre, la SDN. La SDN naît de quoi? De ce discours pratiquement impérialiste que prononce Thomas Wilson à Paris pour le traité de paix. 14 points à l'ordre du jour pour une paix longue, solide et durable. Ça, c'est les termes même de ce discours-là. C'est le 14e point qui évoque la nécessité et l'urgence pour le monde de se doter d'une organisation internationale où les pays épris de paix viendraient se confesser, s'échanger pour que les armes ne soient plus la solution pour régler les conflits et les malentendus sur la planète. 14e point. L'anecdote veut que pendant que les gens applaudissaient parce que c'est le président des États-Unis quand même qui le parlait, des gens ont dit dans les coulisses, le pasteur va nous en parler, que même Dieu qui a créé le monde avait trouvé que 10 commandements, mais pour une petite guerre de 4 ans, quelqu'un vous sort 14 commandements comme ça. S'il était Dieu, alors il fallait 205 de commandements pour diriger la planète monde.
Bon, on a retenu donc le 14e point, et c'est ça donc qu'on a mis rapidement en œuvre. On a mis le siège de la SDN à Genève. Mais les États-Unis ont dit à leur président que l'Europe était incapable d'assurer la paix du monde. Et donc, plus tard, à la faveur de la Deuxième Guerre mondiale, on va casser la SDN, on va créer l'ONU et on va transférer son siège à New York, aux États-Unis, afin que le directoire du monde parte des États-Unis. Les crises comme ce qu'on vit au Congo maintenant sont des signes annonciateurs également. Si vous prenez les périodes historiques, vous allez voir depuis quand on est en train de se battre pour que l'ONU disparaisse. L'ONU en tant que structure. Il y a plusieurs articles scientifiques de haut niveau qui ont été déjà publiés dans ce sens. Le titre qui me revient vite à l'esprit est celui qui disait « Changer d'ONU ou changer l'ONU ». Changer d'ONU veut dire que mise en place d'une nouvelle structure. Voilà. Quel nom est-ce qu'on peut donner, point d'interrogation, ou bien créer des ONU parallèles. Le G5, pas le G5, le G7, c'est l'ONU économique, ça. C'est-à-dire que l'ONU économique, pourquoi? Parce que lorsque les gens ont émis les idées de restructurer l'ONU jusqu'en termes de puissance, on a dit qu'il faut même classer les puissances à l'ONU par rapport à leur performance économique. La France était zéro. Et donc c'est la France qui barre ce processus. Et on a écarté de l'ONU, du Conseil de sécurité permanent, 2 pays, l'Allemagne et le Japon, jusqu'à ce jour. On argumente que c'est eux les auteurs de la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez, on est à 75 ans plus tard, et le même argument reste. Et ces 2 pays étant maintenant les poumons économiques du monde, on dit, bon, nous allons faire notre part de ONU là, avec l'argent. Il faut 3 France pour faire l'Allemagne, hein. Il dit en termes économiques, il faut 3 France. C'est-à-dire ce que nous appelons que la France est 6e puissance économique là. Il faut aligner comme ça pour faire l'Allemagne qui n'a pas de colonie. L'Allemagne n'a pas de colonie. La France dont on parle, c'est avec l'ensemble de nous qu'on bouffe au Mali, au Niger. C'est ça l'ensemble là qui fait ce qu'on appelle théâtralement la France. Donc, ça c'est pour revenir donc à l'argumentaire qui veut que lorsqu'on sort de la Deuxième Guerre mondiale, donc on va mettre cette ONU avec tous les démembrements sur le plan militaire, les casques bleus chargés de la paix, et comme le reportage le dit, qui sont devenus maintenant les principaux instruments de la guerre. Pourquoi au Congo? C'est donc ça la question. Pourquoi au Congo? L'une des réponses que j'ai, je suis content d'avoir un Congolais et historien, c'est pas seulement parce qu'il est originaire du Congo. L'histoire nous a montré qu'on peut être très proche des événements sans les comprendre. Mais pour avoir mené des études appropriées, il va peut-être perfectionner ce que je vais dire. Dans la conquête de l'Afrique, le Congo est au centre. La conférence de Berlin, on dit sur l'Afrique occidentale, parce que c'est comme ça qu'on lisait cette partie de l'Afrique sur la carte du monde à l'époque. C'est pour ça que la conférence est intitulée sur l'Afrique occidentale. Mais en fait, lorsque l'Allemagne, grande puissance européenne, avait orienté les pays européens vers l'impérialisme pour lui permettre la stabilité et la paix en Europe, il lui est revenu l'information selon laquelle les richesses qui seront puisées d'Afrique pourront permettre aux puissances secondaires et faibles, arrivées en Afrique, d'être tellement riches jusqu'à écraser la puissance en Europe. C'est pour cette raison que l'Allemagne donc arrive. Pour faire court, l'Allemagne va s'installer au Cameroun, bien sûr. Et donc, regardez à côté, voir ce grand Congo. L'Allemagne pratique ce qu'on appelle la course à l'eau. À partir de son ancrage camerounais, l'Allemagne doit courir vers le lac Tchad.
mais doit également établir toutes ces lignes pour dominer la cuvette congolaise. Et ça a été tellement ça que le principe de l'internationalisation du fleuve Congo, qui est appliqué lors de la conférence de Berlin, vient de ce que 6 ans plus tôt, à la conférence de Berlin, maintenant sur l'Europe, on avait appliqué ce même principe sur le Danube. Le Danube étant un cours d'eau le plus long européen qui traverse 8 pays. Et on s'est rendu compte que si chaque pays dit voici ma portion, ça va rendre la navigation et la gestion économique difficile. Alors, le fleuve, le grand fleuve Congo, étant donc la matrice essentielle de la puissance, on l'a internationalisé. On a même donné le Congo à la Belgique parce que la Belgique était l'une des puissances les plus faibles du maillon et ne pouvait donc pas exercer un droit de souveraineté complète qu'on a donné parce qu'on pouvait gérer dans la lenteur comme ça. Alors la cuvette du Congo, Brice a dit tout à l'heure, est l'un des pôles de scandale géologique dans le monde. Le scandale géologique a été appliqué sur ces pays qui regorgent pratiquement l'ensemble des minerais connus. Et l'exploitation de ce minerai au Congo, déterminée par les études occidentales même, est à durée illimitée dans le temps. Illimitée. Donc, vous comprenez par là le socle même de foisonnement idéologique qui a traversé, qui traversera le Congo. Ce qui se passe au Congo maintenant n'est qu'une étape dans une longue lutte. Et tout à l'heure, il prendra la parole certainement pour vous parler de la chaîne. Le peu que je connais, on cite Kibangu, c'est 1921. Kibangu, c'est 1921. Si je prends dans le domaine du religieux que j'ai un peu étudié, nous avons le cardinal Joseph Malula qui a écrit le manifeste du Congo. Il était encore prêtre, hein? C'est-à-dire avant de trouver le haut-parleur du mitre et de la crosse. Voilà, il fait partie de la chaîne des hommes religieux qui ont contribué au façonnement du panafricanisme africain. Joseph Malula. Bien maintenant, plus récemment, ça c'est l'actualité, de Patrice Lumumba. Alors on peut citer une chaîne de compétents et d'acteurs historiques comme ça là, qui ont travaillé à la transformation, même Mobutu dont on parle. Il y a, Mobutu a fait le Zaïre comme monnaie, hein, parce qu'il tablait sur les ressources et voyait que le gouvernement pouvait maîtriser sa propre économie. Un Zaïre valait $1. Oui, oui. Et donc ça, c'était une monnaie très forte. Bon, mais la conjonction des puissances occidentales a transformé le Zaïre en instrument de pauvreté. Voilà. Donc, tout ceci, c'est pour nous dire que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui n'est que la résultante logique. C'est la résultante et les causes des causes des futurs. C'est-à-dire que dans la trajectoire de l'histoire, c'est une conséquence. D'accord. Ça s'inscrit dans la trajectoire et projette sur le futur. Donc, c'est des événements qui ne font pas date seulement sur l'événementiel et l'actualité. C'est leurs répercussions historiques qui vont faire comprendre toute la mouvance idéologique qui va encore dominer le Congo pendant longtemps. Alors, depuis une semaine, vous suivez certainement cette actualité. Le Congo s'embrase dans ses villes périphériques, peut-être pas forcément à Kinshasa, mais les populations sont dehors et veulent que la MONUSCO s'en aille. Il fallait s'y attendre. Pensez-vous qu'à travers ces manifestations, on peut lire une certaine maturité du peuple qui désormais veut prendre son destin à main? Christelle? Alors, rien ne va arrêter la révolution africaine. Ça, il faut se le dire. Macron lui-même en a constaté qu'il peut tout, il peut brailler. Il va brailler. Rien ne va changer sur la maturité de la jeunesse africaine qui a pris sa responsabilité. Et ça va monter d'un cran. Ça, il faut se le dire clairement. Ça va monter d'un cran. Ce n'est que le début. Parce que ce que vous voyez là, on ne pouvait pas. Ça a quand même beaucoup d'années que la MONUSCO est au Congo. Hein.
Personne ne faisait rien. Personne ne pouvait même frôler la Depuis barrière. 1999. Et justement, je vous interromps momentanément pour prendre... avec le concours de la réalisation, on va revenir justement sur ce que ces deux Congolais disaient. Ce sont des... voilà, merci. Vous pouvez mettre le volume pour qu'on puisse... Les forces de l'ONU présentes dans le pays depuis des années. Le Congo, c'est notre patrimoine. Le Congo, c'est pour les Congolais. Et depuis que la MONUSCO est là, la MONUSCO ne fait rien. La population est égorgée du jour au jour. Et pourtant, nous avons une mission de l'ONU pour sécuriser la population. Mais la population est massacrée. La population, on égorge les gens comme des moutons à la présence de cette MONUSCO-là. Quand les casques bleus rentreront chez eux, nous allons nous occuper nous-mêmes des choses. Ils disent qu'ils n'ont pas les moyens de combattre le M23, alors nous allons... Vous suivez donc, c'est l'une des voix qui monte et ainsi elle s'échelonne de plus en plus dans un concert bien harmonisé. La MONUSCO doit partir. Est-ce que vous pensez que le peuple congolais aujourd'hui est comme le peuple malien il y a un an qui a porté à la tête de ce pays-là, Assimi Goïta? On peut faire une comparaison. Je vous ai dit quelque chose. Vous savez, ce n'est pas forcément l'arrivée d'un leader à la tête de l'État qui prouve qu'il y a une révolution qui est en marche. Vous voyez un peu. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de construire quelque chose. L'historien vous a rappelé comment toutes ces choses ont été construites. Premièrement par le discours, parce que la loi du discours, elle est très efficace, la loi du discours. Quand on prononce un discours, c'est pour justement ancrer quelque chose dans la conscience et dans le subconscient des personnes et ils commencent à le répercuter au quotidien. Donc, ce que nous avons fait, d'autres l'ont commencé depuis longtemps. D'ailleurs, il a pris des hommes, des religieux qui ont commencé avec ce discours, par exemple au Congo, pour dire que maintenant, on ne peut pas continuer dans cette logique-là. On ne peut pas avoir un pays comme le Congo qui est un scandale géologique et on continue à mourir de pauvreté. On continue à rester vivre au-delà de $1. $1 par jour. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le discours que nous avons tenu et que nous continuons à tenir va davantage mettre en mal ces institutions maléfiques. Parce que l'ONU, c'est une institution maléfique. L'ONU n'est que la représentation de ce qu'on appelle la tour de Babel pour ceux qui lisent les Saintes Écritures. Et vous allez retrouver, l'ONU aujourd'hui a mis au devant de son enseigne la bête de l'événement. Vous allez retrouver le grand design là de cet animal que parle l'Apocalypse au Daniel, le livre de Daniel. Vous allez retrouver cela, cet animal là qui est devant l'ONU. Pour vous dire que l'objectif de l'ONU, ce n'est pas la paix. Vous ne pouvez pas procurer la paix si vous-même vous n'avez pas la paix. Parce que les membres de l'ONU ne sont pas des gens habilités par un esprit de paix. Parce que la paix est un fruit. Et si vous n'avez pas le fruit de l'esprit, qui est la paix, alors vous ne pouvez pas le manifester. Donc, la logique de la mise en place de la MONUSCO au Congo n'était pas pour la paix. Non, c'est pour maintenir les Africains ou bien le peuple congolais dans la servitude. Parce que la vérité, elle est là. La vérité, c'est qu'il faut davantage avoir des armées d'occupation qui vont permettre l'exploitation des ressources tranquillement, sans que personne ne bouge. Mais on a vu dans le reportage un jeune Congolais qui, devant un casque bleu pourtant armé, était vent debout, pas de peur, qui littéralement le tensait même de la main. Est-ce que justement vous pensez que aujourd'hui plus que jamais ils ont les yeux ouverts, les Congolais, et que cela suffira à faire partir la MONUSCO? Mais le sommeil est terminé. Le sommeil est terminé. Le sommeil, c'était par rapport au discours qu'on leur tenait, que donc le MONUSCO c'est la paix, MONUSCO c'est la stabilité. Mais on a attendu pendant 23 ans, on n'a pas eu de paix, on n'a pas eu de stabilité, on n'a rien eu. Vous voulez que ce jeune-là ait encore peur de l'arme, comment? Mais rien ne peut arrêter la détermination d'un peuple. Rien ne peut arrêter la volonté d'un peuple de se libérer. Même si vous êtes casque bleu, même si vous êtes l'OTAN. Quand vous êtes décidé à arrêter une certaine situation, alors vous êtes prêt à tout. Et aujourd'hui, la maturation de la jeunesse africaine, oui, il faut l'apprécier, il faut le dire, il faut continuer à le marteler. La maturation du peuple africain amène ce que vous voyez là aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est que même des prédicateurs, j'ai suivi une prédication de Marcelo Tounazi qui parlait justement de la situation de la MONUSCO. C'est impensable, incroyable que vous soyez dans un pays où il y a une institution comme ça. Et les hommes, les militaires ont quadruplé.
Parce qu'on a commencé avec une quantité. Aujourd'hui, on a des hommes et des milliers de militaires au Congo pour la paix, pour le contingent MONUSCO. Mais qui ne résout pas toujours le problème. Le M23 continue à avoir des territoires. Les groupes rebelles continuent à tuer et égorger les Congolais. Et vous voulez... Et d'ailleurs, la plupart des grands trafiquants d'or, diamants et tous les minerais que vous connaissez sont protégés par la MONUSCO. Donc vous voyez que finalement le pays lui-même n'en profite de rien. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, cette jeunesse a pris conscience. Nous allons aller jusqu'au bout. Donc nous allons briser toutes les barrières. Toutes les barrières possibles, même si c'est l'ONU qui est là, même si c'est l'OTAN qui est là, nous allons briser ces barrières-là parce que la vérité c'est que ils ont pensé à la refondation de l'ONU. Nous, on va enterrer l'ONU. D'accord. L'ONU mourra-t-elle? En tout cas, la question de ce matin, c'est plutôt la MONUSCO, la mission onusienne de stabilisation au Congo. Est-ce que c'était la balle de trop avec ces 3 civils tués justement par les membres de cette organisation, de cette institution-là? La question, je vous la pose, est-ce que par cette bavure, si bavure il en est, la MONUSCO vient de sceller définitivement son sort sur le sol congolais? Merci beaucoup, Rim, pour la question. Et vous savez, c'est avec beaucoup d'émotions que je parle de ces sujets parce que j'ai été en prison justement à cause de cette affaire de l'ONU. Lorsqu'en 2006, Joseph Kabila signe la venue des casques bleus. Il y avait déjà une représentation de l'ONU au Congo depuis 1999. Mais c'est en 2006 que le grand contingent est complété avec, justement. 20 000 casques bleus. En 1980, c'était plutôt la MONUC. Avant de devenir la MONUSCO. C'était 17 000, après 20 000, après ils ont encore réduit l'effectif. Donc, nous avons manifesté pour dire non. Contrairement à l'image qu'on présente de l'homme congolais a toujours été révolutionnaire et le restait encore jusqu'à ce que le monde voit ce qui se passe, où le peuple se lève contre une grande contingence armée jusqu'aux dents, plus armée, suréquipée que l'armée congolaise, qui d'ailleurs est déstructurée, abandonnée à elle-même. Donc pour comprendre cette ambiguïté, il faut revenir à l'histoire. Vous savez, l'ONU a joué un rôle très néfaste au Congo. Commençons d'abord par 1960, lorsque une décision arbitraire de l'ONU, du Conseil de sécurité, pousse ou bien demande à M. Lumumba de placer le Congo sous tutelle des Nations Unies. Lumumba refuse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils suscitent ce qu'on appelle la sécession katangaise. Ils ont utilisé Moïse Tshombe pour mettre à mal le régime du gouvernement congolais. Et instrumentalisé donc par les Belges, on le disait ainsi, mais en réalité ce sont les Américains qui étaient derrière. Instrumentalisé par les Américains, Moïse Tshombe déclare la sécession du Katanga, suivi de la sécession kassaïenne. Donc les deux parties, il faut bien les souligner. Katanga, c'est la capitale minière de la République démocratique du Congo. Et là où il y avait à l'époque la mine de cuivre, parce que c'est ce qui a vraiment rendu riche la Belgique. Et ils ont choisi cette partie. C'est la Gécamine. À l'époque, c'était une autre. Et maintenant, ils ont fait encore la sécession kassaïenne, là où il y a les diamants. C'est la capitale diamantifère du Congo. Donc, ils ont choisi les deux parties les plus riches du Congo, à l'époque, bien sûr, selon les études géologiques menées à cette époque-là. Et ils ont coupé donc le gouvernement Lumumba de ces deux parties qui finançaient, dont l'essentiel du financement du gouvernement provenait de ces zones-là. Ils ont fait sécession katangaise. Après, les Congos voulaient répliquer. Lumumba est parti inopinément à Washington pour rencontrer le président américain. L'accès lui a été refusé. Et au retour, il aurait téléphoné à l'ambassade de la Russie pour rencontrer les autorités russes en vue d'intervenir au Congo, de pacifier le pays et de ramener ce pays à un ordre constitutionnel. Mal vu par les Américains, qui savaient, qui ont compris que Lumumba allait dans le sens opposé de leurs exigences. Ils ont fomenté l'assassinat de Lumumba. Comment s'y sont-ils pris? Ils ont envoyé les casques bleus de l'ONU au Congo, en renfort
à l'armée belge qui était déjà au Congo pour sécuriser les intérêts belges et les ressortissants belges. Ils ont donc envoyé l'ONU. Lumumba pensait que c'était une bonne décision que les casques bleus arrivent au Congo, parce que le casque bleu, on suppose que ce sont les combattants de l'unité. Donc pour Lumumba, il se disait que c'est la paix qui va être rétablie au Congo. C'était une bonne chose. Mais Lumumba ne savait pas que derrière l'ONU, il y avait la main de la CIA et donc des États-Unis d'Amérique visant à le mettre hors jeu. Coûte que coûte et par tous les moyens. Et quand l'ONU arrive, l'ONU organise donc la déstabilisation de l'armée congolaise, qui était fidèle à Lumumba. L'ONU renforce la rébellion, les sécessions qui étaient opposées au gouvernement de Lumumba, en finançant même les acteurs de cette sécession. Et troisièmement, l'ONU favorise l'arrestation et l'assassinat de M. Lumumba. Ça, c'est très triste dans l'histoire du pays. Voilà pourquoi en 2006, nous avons mobilisé les populations. Nous sommes allés à la rue pour dire c'est une bêtise parce que Lumumba est mort justement en refusant de placer les Congos sous tutelle des Nations Unies. Et vous, M. Kanambe Kanawis, alias Joseph Kabila, venu au pouvoir comme une poêle qui tombe dans la... voilà, un cheveu qui tombe dans la sauce. Vous prenez des décisions à la contre d'un combat qui a fait du Congo ce qu'il est. Nous ne sommes pas d'accord. Mais revenons d'abord dans l'histoire pour comprendre le jeu trouble de l'ONU. Vous savez que à la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale, les puissances s'est livrées à une course à l'armement. Qui pouvait mettre la main sur des minéraux stratégiques en vue de parvenir à la bombe atomique. Parce que le projet phare des Allemands était de parvenir à une bombe qui mettrait fin aux guerres, dont la bombe atomique. Maintenant, les scientifiques allemands n'ont pas pu amener leur projet à bout. Et Albert Einstein, nourri par certaines connaissances antérieures, a mis sur le point la formule qui conduira à la création de la bombe atomique. Maintenant, le seul zone stratégique au monde où il y avait ces minéraux à l'époque, c'était la Russie. Les cobalt et l'uranium, c'était la Russie. La Russie en avait en quantité industrielle. Or, la Russie, pour des positionnements géostratégiques, refusait de vendre, de commercialiser ces minéraux stratégiques. Parce que détenir l'uranium, c'est se positionner dans l'échiquier de puissance. Et donc, l'Amérique et les pays européens avaient à tout prix besoin de mettre la main sur les zones géographiques où ils trouveraient ces minéraux. Malheureusement, ils ont trouvé ces minéraux au Congo. Dès qu'ils ont trouvé ces minéraux au Congo, l'Amérique décide de damer le pion à la Belgique, à la France et à l'Angleterre qui exploitaient le Congo. En envoyant le casque bleu de l'ONU pour pouvoir non seulement sécuriser leurs intérêts, c'est-à-dire la mainmise sur les minéraux stratégiques qui leur garantiraient une position de puissance dans les concerts des peuples, mais la grande mission de l'ONU, c'est pour que le Congo n'ait pas un État responsable qui puisse demain revendiquer le contrôle total des richesses du pays. De deux, que le Congo n'ait jamais une armée capable de défendre l'intégrité territoriale. Et de trois, un peuple divisé, à la banqueroute, paupérisé, appauvri, malade, qui serait contraint de fuir son pays. Ce qui est le cas aujourd'hui. D'accord. Et donc ce préalable-là établi, est-ce qu'aujourd'hui, au vu de l'actualité, on peut dire que la MONUSCO est dévoilée en quelque sorte? Est-ce que finalement ces intentions qui restaient encore, on va dire, sous-jacentes à leurs objectifs en grand public, est-ce que avec cette actualité, on peut dire qu'elle est dévoilée et donc qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps en terre congolaise? Très bien. Permettez-moi de vous révéler deux petits trucs rapidement. L'ONU a toujours été dévoilée parce que, citez-moi un seul pays au monde où l'ONU a apporté la paix. Oui. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat. Montrez-moi un seul pays pauvre où on a déjà risqué d'envoyer un seul casque bleu au monde. On envoie le casque bleu que dans des zones stratégiques où il y a des richesses, du pétrole, de l'uranium, des coltans, du gaz naturel. Citez-moi toutes les missions de l'ONU, vous allez constater que seulement des zones stratégiques, en ressources minéralières, en ressources de tout genre, qu'on envoie l'ONU. Donc, le but de l'ONU, ce n'est pas de sécuriser un seul peuple sur la terre. Ça, c'est de un. Mais de deux, ce qui est aussi remarquable, c'est que l'ONU a une particularité. C'est d'être le machin des États-Unis. Vous savez qui l'avait dit? De Gaulle.
De Gaulle a révélé au monde ce qu'était l'ONU. Nous sommes en 1945. De Gaulle a dit l'ONU est le machin des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'ONU sert les intérêts de la superpuissance américaine et non remplit le rôle de la paix. L'ONU est utilisée par les États-Unis dans plusieurs circonstances. Premièrement, l'Amérique crée les chaos, ce qu'on appelle les chaos contrôlés. Il crée les chaos dans des zones stratégiques où il y a le minerai. Et au nom de la paix, vous propose la solution. Donc des vrais pyromanes. Et quelle est la solution voulue? On dit les casques bleus. Maintenant, le seul problème avec les soldats de l'ONU, parce que j'ai discuté à Kinshasa en 2018, lorsque j'ai fait un tour pour savoir s'ils comprenaient la mission qu'ils ont au Congo, vous savez, j'ai été écœuré. Tous ceux qui ont participé à la création de la bombe atomique aux États-Unis d'Amérique, plus de 5000 ouvriers, ne savaient pas qu'ils étaient en train de créer une bombe qui allait décimer les gens. C'est à Nagasaki et Hiroshima, quand la bombe a été lâchée, qu'ils ont compris plus tard que l'entreprise dans laquelle ils travaillaient, ça produisait donc cet engin-là qui a tué des milliers de gens. La plupart des casques bleus de l'ONU ne connaissent pas les vrais enjeux de l'ONU. Parce que l'ONU est gérée de manière pyramidale. Il n'y a qu'une poignée de personnes au plus haut sommet qui connaissent les enjeux véritables des casques bleus dans le monde. Voyez-vous, dont l'objectif est de déstabiliser le monde, de semer le désordre partout, de piller les richesses des Africains. Vous savez que je vais vous révéler quelque chose. On sortira par là. On sort par là. Quand l'ONU arrive dans votre pays, vous savez que votre pays, votre État, n'a le contrôle, n'a connaissance que de 10% du matériel, de la puissance et de la sophistication du matériel qu'amène l'ONU sur votre territoire. Et n'a pas le droit d'aller au-delà. Ça, c'est une révélation. Deuxièmement, l'ONU a des drones équipés de caméras thermiques, des caméras de toutes sortes, qui peuvent détecter les minerais stratégiques partout où se trouve dans votre territoire. Que l'État ne contrôle pas. Ce qu'ils ont fait au Congo. Parce qu'il y a un drone qui était tombé dans une forêt, les villageois ont récupéré. Et quand les Congolais ont pris, à l'époque de Musée Laurent Désiré Kabila, quand ils ont pris, Musée Laurent Désiré Kabila a voulu soumettre ça au test scientifique pour voir ça jouait quel rôle. Protéger, contrôler ou quoi. Ils ont découvert qu'il y avait des caméras dont l'objectif était de déceler la position des minéraux partout au Congo et non de contrôler les rebelles. Ça, c'est de 1. Et on a exigé à Laurent Désiré Kabila de remettre beaucoup de choses qui l'ont conduit à la mort. Parce qu'il avait découvert beaucoup de choses. Maintenant, de 2, quand ils créent les chaos, vous fouillez, ils ont des machines tellement sophistiquées, hyper sophistiquées, qu'ils peuvent poser là, en bout de 2 jours, ils peuvent vous extraire une quantité impensable de minéraux que vous ne savez pas. Donc, partout où l'ONU est arrivée, il vous souture des quantités de minéraux, de richesses incommensurables dont vous ne savez pas. Mais seulement, dans toutes ces opérations, une grande partie de ces casques bleus qui sont là en tenue ne connaissent même pas les tenants et l'aboutissant. Ils sont utilisés comme on utilisait les ouvriers qui fabriquaient la bombe mondiale, la bombe atomique. Ils ne savent rien, une seule partie, en complicité avec malheureusement une partie corrompue de l'élite de certains de ces pays qui aujourd'hui. Et là, je suis définitivement. Ce qui permet à l'ONU de durer longtemps au Congo, c'est non seulement l'impuissance de l'État congolais, mais pour une grande partie de cette élite, le Congo n'a eu que des traîtres à la tête de son État. Premièrement, Joseph Kasavubu a trahi l'accord qu'ils ont signé avec Lumumba de gouverner ces pays de manière concertée. Lorsqu'il a révoqué Lumumba, qui était Premier ministre, alors nous sommes dans un régime non présidentiel, mais parlementaire, et Lumumba avait la majorité au Parlement. Donc c'est Lumumba qui pouvait révoquer Joseph Kasavubu. Mais poussé par les Belges, vu la dangerosité de l'homme, on a amené Joseph Kabila et Joseph Kasavubu à trahir Lumumba. Vient alors Mobutu. Mobutu trahit Lumumba à la CIA et l'amène jusqu'à la mort. Joseph Kabila est arrivé trahi par ses pères. On met un Joseph Kabila qui trahit le peuple en ramenant une grande quantité de brigands, de militaires pour venir piller le Congo. Vous imaginez de 1999 jusqu'à 2022, mon frère, mais le Congo est devenu un drame à ciel ouvert, un pays ingouvernable. Et vous avez aujourd'hui un autre Tintin qui est là. Dès qu'il prend le pouvoir, on lui contraint à renouveler ses contrats, alors que le bilan est négatif. Il a renouvelé le contrat de la présence onusienne au pays. Voilà. Donc le Congo a un problème majeur, c'est la bêtise de son élite
une élite traître, qui a trahi la conscience nationale et qui n'est pas prêt aujourd'hui à accompagner les processus de la révolution pour un Congo nouveau qui appartiendra réellement aux Congolais. Voilà, parlons justement de cette élite-là et des accords. Un en particulier a été signé en septembre 2021 qui échelonne le départ de la MONUSCO du Congo à l'horizon 2024. Ce calendrier sera peut-être revu à la baisse et cette date reviendra peut-être un peu plus tôt avec les derniers événements. Oui, je pense que les tensions que connaît le Congo aujourd'hui poussent les différents acteurs, à la fois politiques et même de la société civile, à essayer d'acter, n'est-ce pas, la fin de la mission onusienne au Congo, au bout de nombreux dérapages, mais aussi de la révolte de la population qui n'en veut plus. Le gouvernement est favorable. J'ai écouté par exemple la conférence épiscopale congolaise qui est aussi favorable, qui a condamné vivement. Il faut noter que ces derniers incidents, c'est suite à ces derniers incidents que le gouvernement a donné de la voix. Toutes les autres manifestations antérieures passaient sous silence, il n'était pas... C'est par le biais de la pression. Plus la pression monte, plus ils sont obligés de reculer. C'est pour ça que quand on dit que la lutte qui paye, ce n'est pas un slogan creux. Si vous ne vous battez pas, vous n'obtenez rien. C'est seulement en luttant que vous gagnez quelque chose. C'est une réalité. Et cela est valable. C'était valable hier, est valable aujourd'hui comme demain. Le monde, c'est un terrain d'affrontement des intérêts, où les intérêts s'affrontent. Ceux qui sont mieux organisés pour protéger les intérêts, et évidemment, les intérêts seront pris en compte. Ceux qui refusent de s'organiser, de se battre pour protéger les intérêts, il est tout à fait clair qu'on va continuer à les prendre comme... les moins que rien de cette humanité. Donc, la lutte aujourd'hui, là, je suis d'accord avec le docteur Tchonka, aujourd'hui, va structurer, n'est-ce pas, les luttes de demain. Donc, chaque fois que vous vous battez, même quand vous perdez sporadiquement, vous gagnez toujours. Parce que vous laissez une espèce de signal presque électronique aux générations futures qui comprendront que sur cette terre, il y a des gens qui sont battus pour qu'on puisse avoir le demi que nous avons. Si nous voulons monter encore en grade, nous sommes obligés de revenir sur cette culture de combat pour nous aussi pouvoir arriver à des situations où nos enfants seront fiers de nous demain. Le pouvoir de Kinshasa joue-t-il sa légitimité justement quant au traitement de cette affaire? Elle est contente. C'est pas contente. Qu'elle le veuille ou non, les données de combat sur le terrain l'obligent. Surtout qu'il y a une pression. M23, pression de Rwanda, on va peut-être en revenir. M23 qui occupe jusqu'aujourd'hui toute une partie du Congo. La pression aussi de la sous-région qui ne comprend pas qu'un grand pays comme le Congo, plus de 2 millions de kilomètres carrés, peut être mis en mal comme ça par un petit Rwanda. Peut être mis en mal comme ça par le M23. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État congolais a échoué. Elle a échoué à sécuriser ses populations. Elle a échoué à sécuriser, n'est-ce pas, son territoire. Elle a échoué justement à représenter ce que j'appelle la souveraineté de cet espace. À partir de ce moment-là, je crois que... Et puis, il y a des élections qui arrivent, n'oublions pas. Il faut aussi essayer d'analyser la posture du gouvernement congolais actuel à l'aune des élections qui arrivent, c'est je crois... 2023. 2023. En 2023, on a des élections. L'année prochaine. L'année prochaine. Donc, vous ne pouvez pas jouer avec ça. Hein? Il y a la révolte qui monte, il y a la grande populaire qui s'exprime, et vous ne pouvez pas continuer à ramer à contre-courant de cette tendance lourde du peuple qui ne veut plus de cette escroquerie qu'on appelle la MONUSCO. D'accord. J'ai été très content de rappel pour les Africains, pour qu'ils sachent quand même que Lumumba est mort parce que ce sont les forces de l'ONU qui l'ont tué. Oui. Avec la complicité, évidemment, la CIA de la Belgique. Oui. Mais c'est les forces de la CIA qui ont fait le coup pour arrêter Lumumba. Oui. De l'ONU. De l'ONU, pardon. Qui ont fait le coup. Donc, l'ONU, ce n'est pas les forces, les casques bleus, ce ne sont pas des forces, comment on peut dire ça, qui apportent la paix quelque part. C'est faux. Aujourd'hui, on a même des combattants djihadistes au Congo. Une région qui n'avait pas de religion musulmane à cause de qui? Des casques bleus. Ce sont des casques bleus pakistanais qui ont apporté, n'est-ce pas, cette culture du djihadisme dans ces régions. Vous voyez que tous les éléments pervers
de ce déploiement que cela peut produire. Mais il y a mieux, je crois que tout le monde a dit l'essentiel sur la question, c'est que le problème du Congo, c'est le problème de la richesse du Congo. C'est la richesse du Congo qui a donné, qui construit ce Congo que nous voyons là aujourd'hui. C'est-à-dire un Congo où il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix, il n'y a pas une souveraineté véritable, il n'y a pas de possibilité pour les enfants du Congo eux-mêmes de pouvoir bénéficier de ce que la nature leur a doté. C'est cette affaire qui est dans leur sous-sol. Donc, je sors en disant tout simplement que je peux commencer parce que les autres, je leur laisse la possibilité de broder longuement là-dessus aujourd'hui. Si nous n'obtenons pas les États-Unis d'Afrique, on va avoir la peine à résoudre ces questions. Il nous faut les États-Unis d'Afrique. Pourquoi? Il y a un conflit yéménien. Ou pour être plus clair, Kwame Nkrumah parlait plutôt des États d'Afrique unie, hein, pas de mauvaise comparaison avec l'autre. Non, les gens comprennent. Moi, j'ai développé, j'ai même Fédération des États-Unis d'Afrique. Pour que les gens dans leur entité actuelle n'aient pas l'impression qu'on les dépossède de quelque chose. Alors qu'en réalité, c'est un dépassement historique sur le plan dialectique qui se fera avec le temps. Ce n'est pas ça qui est important. Poursuivez. Je disais qu'il y a un conflit humain. On vous a dit qu'il y a des casques bleus là-bas. Il y a eu beaucoup de guerres en Amérique latine, hein, avec des rébellions. Vous vous souvenez d'un déploiement des casques bleus dans ces régions-là? Au Pérou, au Guatemala, au Paraguay, où il y avait des dictateurs terribles. Vous avez entendu qu'il y avait des casques bleus qui étaient là-bas. Pourquoi en Afrique? En Afrique, parce que c'est nous qui continuons d'être le ventre mou. Merci de me donner justement cette passerelle-là. Nécessité pour nous d'avoir l'unité politique de notre continent. Sinon, on va continuer à vivre ce que nous vivons là. Et je suis très heureux de constater que nos discours, notre éducation des masses commence à porter. Parce que voir ces jeunes Congolais là, c'est parce qu'ils vous écoutent. Hein. Voilà. Vous leur avez donné la clé de succès de demain. C'est pour cela qu'ils ont enfin compris qu'il est hors de question qu'ils continuent à vivre comme ce gamin qui a les poches bourrées de diamants et qui est affamé. Malheureusement. Alors, l'ONU et ses démembrements dans les différents pays africains, anges ou démons, en tout cas, ils sont boudés de plus en plus dans ces pays où leur présence est jugée dorénavant non grata. La MINUSCA, la MINUSMA et maintenant la MONUSCO, voilà autant d'institutions qui sont mises mal à l'aise par les populations de ces pays-là. Mais est-ce que finalement, Dr Tchankap, l'Afrique ne paye pas un peu, n'est pas victime de ses propres turpitudes? Est-ce que l'ONU ne vient pas occuper un espace tout simplement vide? Il n'y a pas de force régionale souveraine qui peut contribuer à mettre ou à pacifier les rapports entre les États. Est-ce que c'est véritablement le problème de la MONUSCO ou alors le problème est chez nous? Vous avez entendu tout à l'heure parler de maturation. Oui, de maturation. Hier, on a applaudi même l'arrivée de ça. C'est-à-dire, on a applaudi l'arrivée de la MONUSCO. La preuve, même qu'on a signé pour qu'ils viennent au Congo. Aujourd'hui, le peuple signe pour qu'ils partent. C'est le mouvement de l'histoire. C'est le mouvement de l'histoire. Je vous fais une connexion entre la crise congolaise et un aspect de l'histoire du Cameroun. En 83, la crise qui naît entre le président qui est sorti et celui qui entre part d'une cérémonie d'attribution du prix Pax Mundi au président Ahidjo au nom de Dak Amachor, troisième secrétaire général de l'ONU tué au Congo. Oui. Par la CIA. Oui. Il faut lire la pièce théâtrale, de Aimé Césaire, une saison au Congo, où les trois cas sont des vérités, même en termes de déclaration. C'est dans cette pièce qu'on étudie ce qu'on a appelé la création des personnages gigantisme césarien, c'est-à-dire caractérisé par la déclaration de Lumumba qui dit: savez-vous combien de temps j'ai construit l'histoire du Congo, c'est-à-dire à détruire 50 ans d'histoire? Il dit 3 mois. C'est ça. 3 mois. Là, juste 3 mois. Oui, 3 mois pour refaire 50 ans du passé.
Parce que l'épaisseur était telle que le Congo ne pouvait plus continuer à soutenir ça. C'est pour ça que nous disons que les révoltes d'aujourd'hui, ça fait sa lente maturation. Il y a des gens dont des visionnaires, comme Lumumba, que pendant qu'ils voient ça, la masse du peuple ne perçoit pas ça avec la même tonalité. Ça mûrit, ça prend du temps. Et la coïncidence historique voudrait que ce grand tournant se marque au lendemain de l'enterrement de la dent de Patrice Lumumba. Et tous les appels dans le discours ont été quoi? Que demain le Congo se fasse sous l'inspiration des valeurs que Lumumba a sacrifié sa vie à défendre. Et lorsqu'on célèbre le panafricanisme dont DBS est l'un des bras, c'est parce que des gens que vous appelez sur vos plateaux sont le prolongement de cette lutte ancestrale et toujours à des degrés divers. À des degrés divers. Pourquoi l'Afrique aujourd'hui, pas hier? Parce que l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. Pourquoi aujourd'hui le discours occidental est anachronique? C'est parce que l'Occident continue à tenir les discours d'hier dans le monde d'aujourd'hui en pleine mutation. C'est ça. C'est les dynamiques. J'ai eu la chance de suivre des enseignements qui portaient sur l'historicité des grandes pensées qui ont provoqué des mobilités dans le monde. Et ces grandes pensées ne sont pas des pensées du XVIIIe siècle. Hein. Vous allez dans le haut Moyen-Âge, vous voyez, dans l'histoire de l'Église même. L'Église même est le terreau. Parce que pour favoriser l'implantation de l'Église catholique au Congo, l'Église catholique, dans son essence, combat le communisme, dont étaient accusés les Patrice Lumumba. Si vous décomposez le Congo en différents secteurs d'études, c'est des études à n'en pas finir. C'est-à-dire où tout se mêle. Jusqu'à aujourd'hui, où tout se mêle. Et donc, l'Afrique d'hier n'est pas à accuser. L'Afrique d'hier a vécu l'histoire de l'Afrique d'hier. L'Afrique est la dynamique de tout ce que vous parlez sur le plateau ici. On dit qu'en révolution, toutes les déclarations sont prises en considération. Lumumba a dit l'Afrique écrira sa propre histoire. Nous sommes dans la dernière lettre de Patrice Lumumba à sa femme Pauline. L'Afrique écrira sa propre histoire. Tchankap qui vous parle sur ce plateau, je suis dans la promotion du discours. L'Afrique doit écrire sa propre histoire. À l'époque où Patrice Lumumba le disait, il se mettait en position de prophète pour annoncer ce qui va venir. Et nous disons que maintenant, en faisant la lecture de cette déclaration de Lumumba en 61, si nous l'actualisons aujourd'hui, on est dans les futurs qui peuvent ne jamais arriver. Et c'est pour ça que nous voulons l'appeler maintenant comme injonction de l'histoire à l'histoire du Congo. L'Afrique doit écrire sa propre histoire. Et cette histoire, c'est celle qu'on écrit en petits morceaux dans les déclarations de... Voilà, dans ces petites déclarations constitue le terreau où on va exploiter la masse critique de la pensée pour écrire cette histoire-là. Et donc, vous comprenez par là que ce qui se passe au Congo, ce qui se passe au Mali, ce qui va se passer dans d'autres territoires demain, on appelle ça le tocsin. Le tocsin, en histoire, c'est un des mots forts pour dire que des grands grondements du futur, c'est-à-dire le tocsin n'est pas écouté dans le passé, mais plutôt dans ce qui va se passer. Majeur de l'histoire. Oui, dans ce qui va se passer dans le futur. Et donc, géographiquement, le Congo est une cuvette. Les Blancs l'ont dit, cuvette du Congo. Et s'il y a agitation dans la cuvette, les rebords doivent recevoir des secousses de l'histoire. C'est donc c'est toutes ces images que nous mettons sur la balance du temps pour dire ne lisez pas le Congo seulement au. Voilà. Il ne faut pas lire le Congo seulement au Congo. Il faut lire le Congo dans ce que c'est le lieu où les tam-tam est posé maintenant et qui tape
Et le son ne peut pas rester là, cadré dans des frontières du territoire congolais. Voilà. Alors, est-ce que ça suffira? Le départ de la MONUSCO suffira-t-il à améliorer les conditions des Congolais? Parce que voilà la vraie trame de fond de ce pays qui végète dans une pauvreté extrême et pourtant qui, pour reprendre l'expression de patient parfait, a des diamants dans la poche. Là, vous avez raison. Permettez-moi de lire rapidement l'article 25 de la charte de l'impérialisme qui stipule « Notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans les sous-développements, la misère, la division, les guerres, les chaos, pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions des Nations Unies. » Ça, c'est clair et net. Maintenant, les problèmes, je pense que avec le peu que nous avons appris de l'histoire du Congo, de l'histoire de l'Afrique et de l'histoire du monde, nous avons écrit quelque chose, nous les avons publiés. En 2006, je pense que nous avons publié un livre, La Révolution au Congo. Vous pouvez le lire, c'est vendu à 10 livres jusque-là, le stock n'est pas encore épuisé. Nous avons dit, le Congo ne peut s'en sortir que par une révolution, alors une révolution violente. Et les politiciens nous ont qualifiés d'extrémistes. Mais quand vous regardez, je parle sous le contrôle d'un historien, le plus grand génocide en Afrique, c'est le génocide congolais. Mais personne ne parle. On chante les génocides au Rwandais comme si c'était important. Le roi des Belges a massacré combien de Congolais durant près de 80 ans? De 1984 à l'an 2022, aujourd'hui je vous parle, plus de 22 millions de morts. Plus de 22 millions de morts. Comparé au génocide rwandais, c'est quoi? Les Congolais sont tués, des villages entiers décimés, disparaissent dans la nature. On pose des engins lourds pour exploiter des territoires où habitaient les gens. Il n'y a aucune trace, sinon que les ossements. Voyez-vous? Mais on n'en parle pas. Voilà pourquoi j'ai dit que le Congo, c'est un drame à ciel ouvert. Le premier responsable, c'est vrai que nous pouvons regarder, comme je l'ai dit, nous pratiquons le panafricanisme visionnaire, qui consiste à voir la paille dans l'œil prédateur de l'Occident, mais à ne pas oublier la poutre qui est dans l'œil complice de nos dirigeants incompétents, qui vendent nos pays aux intérêts des Occidentaux pour avoir un poste sous le soleil. Le plus grand problème du Congo, ce n'est pas le peuple congolais. Le peuple congolais se lève depuis la nuit des temps. On le tue, il se lève, on le tue, il se lève, on le tue, il se lève. Vous savez que sans le Simon Kimbangu, on n'aurait pas vu les révolutionnaires africains se lever contre l'Occident. Voyez-vous? Donc, c'est le berceau. D'ailleurs, en 1965, quand Che Guevara arrive au Congo, il décrit le Congo comme étant l'épicentre de la libération du continent africain. Non seulement sur le plan géostratégique, géopolitique, géologique, c'est 2 345 000 km², ça fait 9 voisins. Donc, vous voyez, géostratégiquement, ce que ça signifie. Mais c'est les scandales géologiques. Il y a du tout autour au Congo. 43% des réserves forestières au monde. Quelle potentialité, mon ami. Les relèvements du Congo va déclencher le déclin de l'Occident. Ça, c'est inévitable. D'accord. Donc, après le départ de la MONUSCO, qu'est-ce qu'il faudra faire? Voilà, c'est là où j'ai chuté. J'ai dit que le plus grand problème, c'est un État au Congo. Revoyez mon programme politique. Qu'est-ce que j'ai dit? Premier pan de mon projet politique, c'est la refondation de l'État congolais. Aussi longtemps que nous n'aurons qu'un État vassalisé, parce que l'État congolais n'existe qu'à Kinshasa, hein? Ne vous y trompez pas, hein? Il y a des vastes pans de territoire congolais où les avions atterrissent, exploitent le pétrole et partent sans le contrôle de l'État. Ils ne connaissent pas. Pouvez-vous imaginer que ces pays-là, depuis que Mobutu est parti, le peuple congolais n'a pas de carte nationale d'identité? Vous imaginez ça? Ça veut dire que l'État n'existe pas. Puisque si l'État existe, on commence d'abord par l'identification du peuple. Et vous savez à la place qu'ils ont fait? C'est la carte de lecteur qui a remplacé la carte nationale d'identité. Donc nous avons un État impuissant, une élite politique médiocre à outrance, une déliquescence dramatiquement avancée de notre élite politique, qui sont des jouisseurs officiels qui n'ont aucune vision. Monsieur Tshisekedi aujourd'hui, c'est l'enfant d'un Tshisekedi qui avait participé à la traque et à l'assassinat de Lumumba, qui aurait qualifié Lumumba, qui a qualifié Lumumba de crapaud. Donc, ce fils-là, il est au pouvoir pour récompenser les services bien rendus de son père à la CIA et à la mafia internationale. Voyez-vous? Et je vais faire une discrétion. Le casque bleu de l'ONU
eux-mêmes sont instrumentalisés par les financiers internationaux. Parce que qui, en réalité, tire les gros profits de l'exploitation des minéraux? Ce sont les multinationales. Et qui sont les tenants des multinationales? Ce sont les banquiers internationaux. Et qui sont à la base des guerres, des grandes guerres que nous connaissons? Ce sont encore les banquiers. Donc, en réalité, ces banquiers utilisent et les États et les institutions. Parce que d'ailleurs, ce sont eux qui les financent pour foutre la merde maintenant. Le peuple est déjà réveillé. Il faut donc maintenant un véritable leadership politique, un leadership visionnaire, qui voit la prédation dans l'œil de l'Occident, mais qui voit aussi la complicité dans la naïveté des Congolais, qui n'arrivent pas à prendre des décisions rigoureuses pour mettre hors d'état de nuit tout ce qui se passe au Congo. Et je chute définitivement. Vous voyez Laurent Désiré Kabila. Vous savez pourquoi il a été assassiné? Parce qu'il a compris que si nous partons par la diplomatie, on ne peut pas résoudre un problème militaire par la diplomatie. Le Congo est un pays agressé. Il a dit, bon, ne me donnez pas l'argent, moi je vais mobiliser une armée, vous allez voir. En 2 ans, M. Laurent Désiré Kabila a mobilisé près de 50 000 hommes, jeunes, étudiants, femmes, qui sont mobilisés pour aller rejoindre l'armée de Laurent Désiré Kabila. L'Occident a vu et il a appelé les Juifs, il a appelé les Russes, il a appelé les Cubains pour former ses troupes. Les Occidentaux ont compris que dans 5 ans, 10 ans, les Congos allaient avoir une armée. Et du coup, cette armée allait se redéployer dans l'ensemble du territoire. Et tout ce qu'ils cachent au Congo allait être découvert. Les terres nous m'abattent. Donc je pense qu'il faut un État fort au Congo. Ça, je le crois et je le soutiens. Un État conscient, responsable, une élite visionnaire à la tête de ces pays pour pouvoir redéfinir ce que moi j'ai appelé le Congo nouveau. Et ça ne viendra que par une révolution violente. Alors, le Congo nouveau, débarrassé de la MONUSCO, l'horizon 2024 a été dressé pour le départ de cette force onusienne. Les récents événements de ces manifestants qui réclament le départ immédiat et sans condition de cette force accélérera-t-il ce calendrier? Affaire à suivre. On va sortir de cette émission. Messieurs, vous allez vous partager 1 minute chacun. Et donc, avec vous, Christelle Fanga, on revient donc sur cette sempiternelle question. Est-ce que le départ de la MONUSCO suffira à arranger et à redonner le sourire aux Congolais? Ben, écoutez, je crois que ça sera fastidieux de dire tout ce que j'ai à dire en 1 minute, là, parce que, première des choses qu'il faut comprendre, tout est d'abord spirituel avant d'être naturel. Partout où vous voyez une mission de l'ONU, c'est d'abord une mission satanique. Je dis bien, partout où vous voyez une mission de l'ONU, c'est d'abord une mission satanique. Ça, je suis péremptoire là-dessus. Le Congo représente un potentiel spirituel extrêmement énorme. Donc ne regardez pas seulement l'aspect minier. D'ailleurs, il ne peut pas avoir de minerais, il ne peut pas avoir les ressources naturelles d'une grande importance sans qu'il y ait une présence spirituelle assez importante. Vous comprenez? Parce que la richesse, ben, c'est Dieu qui est l'auteur de la richesse. C'est une émanation. C'est une émanation, tu vois, qui vient de la divinité, ou bien qui vient des divinités pour parler pour certains qui veulent comprendre. Vous voyez peu. Donc quand il y a de la richesse quelque part, ça veut dire qu'il y a une divinité qui est producteur de cette richesse. C'est clair. Alors, pour avoir ces richesses, il faut d'abord être en connexion avec cette divinité. On parlait d'un pont qu'on devait faire d'un barrage, le barrage de Sonlolo, et je crois que c'était Sonlolo quelque chose. Il fallait d'abord déloger l'homme qui était négocié avec les entités. Il fallait d'abord négocier avec l'entité qui était dans la rivière. Sinon vous n'y arriverez pas. Mais la preuve en est, on a versé des camions et des camions de riz, de poissons, de machin et tout. Jusque là, les Italiens, je crois que c'était les Italiens à l'époque, n'arrivaient pas à construire. Parce qu'il fallait d'abord avoir le contrôle, ou bien l'accord de l'entité qui gouvernait cette rivière. Donc, quand vous voyez une mission de l'ONU, quand vous voyez une mission étrangère, elle est d'abord spirituelle avant d'être naturelle. D'accord. Et quand la MONUSCO, dans les meilleurs des cas, pour le bien des populations partira, est-ce que... Puisqu'elle va partir, c'est déjà... C'est ça justement, est-ce qu'elles seront plus heureuses? Si le peuple a déjà engagé la bataille, ça veut dire qu'elle a compris d'abord les enjeux spirituels. Ça veut dire que la bataille est déjà d'abord gagnée, parce que pour gagner une bataille spirituelle, il faut d'abord être conscient qu'elle existe. Ouais. Si vous n'êtes pas conscient que la bataille, elle existe, elle est spirituelle, alors vous ne pouvez pas vous engager. Ce n'est que parce qu'il y a une délivrance
spirituel que maintenant vous pouvez voir que mais la réalité, nous vivons dans la pauvreté alors qu'on a les diamants. Mais écoutez, quelqu'un qui est inconscient, qu'il a les diamants dans les poches, même si vous lui dites 1000 ans qu'il a les diamants dans les poches, il ne saura jamais qu'il a les diamants dans les poches. C'est quand ses yeux s'ouvrent que maintenant il peut se lever et dire mais non, ça fait 20 ans que vous êtes là, vous n'avez produit aucun résultat. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui a été fait et ce travail-là va aller. Ce n'est pas seulement. Et je voudrais rappeler, le Congo, ça c'est les divisions coloniales, c'est-à-dire les frontières coloniales. Docteur Touaka, vous en savez plus dans cette affaire, dans cette division coloniale. Quand on parle du Congo, on parle de l'Afrique centrale. Quand on parle de l'Afrique centrale, c'est-à-dire on parle d'un territoire qui n'appartient pas aux États, des États coloniaux, c'est-à-dire la République du Congo, la République du Cameroun, la République, non. C'est un royaume, c'est un épicentre, n'est-ce pas, où des populations, où des royaumes ont, voilà, qui y a habité. Donc, quand vous avez ça, quand vous lisez ça dans ce prisme-là, vous pouvez comprendre pourquoi le Congo est un scandale géologique. Vous pouvez comprendre pourquoi le Congo, les deux Congos, d'abord, les deux Congos et tous les voisins des Congos jusqu'au Cameroun sont des pays les plus riches. Et soyez-en sûrs, je termine en le disant, peut-être le paradis se trouve dans cette Afrique centrale-là. Sacré Fanga, Christelle, merci. C'est une évidence. Et donc, vous aurez je recommande mon livre, j'ai prouvé scientifiquement que cette partie-là, c'est là où il y a les paradis. En tout cas, est-ce que c'est le paradis ou pas? En tout cas, c'est un paradis. C'est un paradis, on le sait avec ces richesses-là. Aucune partie sur la terre ne correspond à Allez, on sortira avec vous, Passion Parfendum. On a vu ces différentes émissions onusiennes bouder à travers l'Afrique, là où elles sont implantées, menacées justement par cet éveil populaire. Alors, est-ce que la MONUSCO aujourd'hui, la MINUSMA hier, on sait qu'elle a été suspendue jusqu'au 24 juillet, même si ça a repris, est-ce que justement ces mouvements populaires-là, aujourd'hui, ne font pas repenser les véritables missions de ces instances, repenser leur présence même, et peut-être réussiront-ils ces mouvements à, on va dire, à convaincre l'ONU de ne plus envoyer ses forces en Afrique? C'est possible? Honnêtement, tout dépend de nous. Hein. Le problème, c'est nous. Oui. Tout dépend de nous. C'est pour cela que je suis tout le temps à genoux devant votre maestria pour dire que le travail que vous faites ici au quotidien, il faut faire attention, il est extrêmement important. Tout dépend de nous. Tant que nous n'allons pas prendre conscience, en fait, que c'est nous qui détenons la clé, n'est-ce pas, de notre bonheur, de notre épanouissement, de cette chose incroyable qui veut que nous ayons nos poches bourrées de diamants et nous sommes affamés, alors là, tant pis pour nous. Si le jour où nous allons prendre conscience, nous allons décider de muscler le jeu en nous mettant ensemble, en défendant au mieux nos intérêts pour l'avenir de nos enfants, ça va être un cauchemar lointain très rapidement. Je crois que c'est le docteur Touaka qui le disait. Il ne nous faut pas 100 ans pour régler ce déficit sur le plan de l'humanité qu'on nous a imposé là. En réalité, on ne considère pas comme des êtres humains. Parce que dans aucun autre continent, on voit ce qu'on voit sur le continent africain. Vous ne voyez pas ça. Il n'y a que chez nous en Afrique où vous voyez des choses pareilles. Aucun respect. On dit, Madame Ursula von der Leyen, depuis quand les Africains réfléchissent par eux-mêmes. Donc pour eux, nous sommes des êtres, comment dire ça, agis, c'est ça, non? Comment on dit ça? Nous sommes incapables de penser. Et c'est trop dangereux. C'est pour ça que je dis, et là je suis d'accord avec mes amis sur le plateau, ce que nous voyons en Afrique aujourd'hui, vraiment, il y a de l'espoir. D'accord. Il y a de l'espoir dans la maturation, effectivement, de cette jeunesse. Il y a de l'espoir dans la prise de conscience d'un certain nombre de nos décideurs du moment. Il y a de l'espoir dans la détermination et la foi que l'Afrique unie sera capable de redonner à notre à l'humanité un nouveau visage. Ça va être le visage de la solidarité, le visage de la paix, le visage de la prospérité, mais surtout le visage d'une fraternité qu'on n'aurait jamais dû abandonner si nous étions restés en droite connexion avec les créateurs qui, de manière, j'allais dire, désintéressée, a fait de nous ce que nous sommes, des êtres humains qui peuvent penser et agir comme nous.
Penser par eux-mêmes, décider de leur propre destin, arracher à bout de bras et de force cette souveraineté tant recherchée, voilà peut-être ce à quoi se dirige inexorablement un pays béni des dieux, littéralement. Merci, cher monsieur, d'avoir prêté votre voix et vos analyses ce matin à ce sujet fort intéressant. On parlait de la présence désormais illicite de la MONUSCO au Congo. La bavure de trop, c'est mort, les 3 civils tués par la force onusienne. Suffiront-ils à précipiter le départ de cette